Énonciation désactivée. Entretien avec un cadavre. Chapitre 7. L'héroïne, fabrique de ses héros. Tout le monde s'accorde pour reconnaître que la toxicomanie est un fléau. De nombreux programmes et systèmes ont été mis au point à travers le monde, et notamment des salles de prise qui n'empêchent pas le problème d'exister, mais qui ont au moins l'avantage de stabiliser certains consommateurs. Mais le problème reste entier. Promenez-vous sur la place principale de ma ville et vous aurez droit à un échantillonnage assez représentatif des toxicomanes qui y vivent. Vous pourrez également assister à quelques échanges de drogue au vu et su de toute impunité. Et si vous avez le bonheur de garer votre voiture dans le parking de cette place, vous aurez certainement la chance d'observer certaines personnes en pleine préparation puis injection de substances. La plupart des toxicomanes finissent sur ma table d'autopsie. J'avoue que quand je les croise en ville, cela me fait quelque chose de penser que je les reverrai un jour, alors qu'eux ne me verront plus. Quand ils sont devenus si maigres qu'ils n'ont plus que la peau sur les os, je sais que cela ne va pas tarder. Je leur souris, mais ils ne le voient pas. Obnubilés par le monde dans lequel ils vivent, parallèle au nôtre. Ils ne vous voient pas. Ils ne vous voient plus. Ils n'existent quasiment plus. C'était pourtant une belle ville. C'était pourtant une belle place, au temps où la cathédrale, chef-d'œuvre de l'art, mosaïque et y traînait. Elle aurait été une attraction touristique de choix aujourd'hui. Mais des imbéciles au XVIIIe siècle n'ont rien trouvé de mieux que de la raser, emportés par les idées révolutionnaires venues de France. Depuis, au mieux, la place est vite dégagée. L'entrée du palais des princes évêques, au pire, c'est un chancre toujours en travaux, comme au moment d'écrire ces lignes. Il est vrai que la force de l'espèce humaine, c'est l'adaptation. Darwin avait exposé ainsi sa théorie. Ce n'est pas le plus fort ni le plus intelligent qui survit, mais celui qui est le plus capable d'adaptation. Mais mes concitoyens en sont d'excellents exemples, à tel point qu'ils ne remarquent plus les toxicomanes qui jonchent le sol de cette place, autrefois splendide. Il y a pourtant eu des époques où la place était vide, celle où la gendarmerie gérait la ville durant la grève de la police dans les années
1990 est celle où un toxicomane a lui-même fait le vide. En moins de 15 jours, on a trouvé 5 morts parmi les toxicomanes, ce qui fait beaucoup. Le premier a été découvert dans un car où il avait été égorgé. Visiblement, l'égorgeur ne savait pas comment s'y prendre, car il avait dû recommencer plusieurs fois pour finaliser la sectionner. En effet, la plaie montrait très nettement qu'il avait dû faire des mouvements d'aller et retour avec la lame comme pour couper un steak. C'est ce qui arrive quand on a un mauvais couteau ou que l'on tombe sur quelque chose qui est si dur, difficile à couper qu'il faut s'y prendre à plusieurs reprises. C'est le cas lorsque le couteau rencontre la trachée, seul élément dur en région intérieure du cou. Il l'avait scié, ce qui n'était pas indispensable, vu que le couteau avait déjà sectionné l'artère carotide et la veine jugulaire. Voir le chapitre « Promenons-nous dans les bois », ce qui suffisait largement pour assurer le décès. Dans sa rage, il avait cependant continué. Le suivant a été retrouvé dans une petite ruelle sombre entre les grandes poubelles à roulettes d'un restaurant. Dans un premier temps, le commis de cuisine pensait que c'était ivrogne qui cuvait et il l'a laissé tranquille. Mais revenu un peu plus tard et le trouvant toujours dans la même position, il a imaginé qu'il avait peut-être un problème et l'a interpellé. « Monsieur, ça va ?» Comme il ne répondait pas, il s'est approché, muni de sa lampe de son portable, et a constaté qu'il ne bougeait pas. Il l'a secoué, mais il ne bougeait toujours pas. C'est alors qu'il a vu du sang sur sa chemise et a fait appel au secours. Lors de mon examen, j'ai constaté que cet homme avait reçu un coup de couteau en pleine région cardiaque d'une personne contre laquelle il avait tenté de se défendre, comme en témoignaient les lésions sur ses mains. C'est un réflexe lorsqu'on est attaqué que de se défendre et de tenter de se protéger des coups. La plupart du temps, on le fait avec ses membres supérieurs, dont les mains. Quand il s'agit d'une agression au couteau, l'agresseur tente très fréquemment de saisir le couteau par la lame. Il ne gagne jamais à ce jeu-là. C'est toujours celui qui a le manche du couteau en main qui gagne. Et l'agressé présente des lésions aux faces intérieures par palmaire des doigts, parfois profondes, au point d'atteindre les tendons des muscles fléchisseurs. C'était son cas.
Il avait donc vu venir l'attaque et avait tenté de se protéger. La scène de crime a été établie. Le labo a fait son job et je suis arrivée pour l'examiner. Comme d'habitude, j'ai pris la température rectale du mort et ai fait des prélèvements de sang et d'urine. Nous disposons de tests isomologiques qui permettent, sur un petit échantillon d'urine, de vérifier si des toxiques sont présentes, dont la morphine, la méthadone, la cocaïne, l'héroïne, le cannabis sont les principaux. Le test a révélé la présence d'héroïne urinaire, mais le test étant qualitatif et non quantitatif, je n'ai pu en connaître la concentration. L'héroïne, voilà une drogue qui fait des dégâts monstrueux et provoque des morts par centaines de milliers. Et dire qu'elle a été créée par l'industriel pharmaceutique. C'est en 1897 que la firme Blair, celle qui a commercialisé l'aspirine, a synthétisé l'héroïne en partant de la morphine. Elle était destinée à combattre la douleur à un point tel qu'on ne la sentirait plus et que les soldats sur les champs de bataille pourraient continuer à combattre malgré les plaies et les blessures, faisant d'eux des héros. D'où son nom, héroïne. L'héroïne était donc destinée à créer des héros. Un comble de cynisme quand on voit les loques humaines que deviennent la plupart des toxicomanes à l'héroïne. Des problèmes de dépendance sont rapidement arrivés et dès la fin de la Première Guerre mondiale, son usage thérapeutique a été contesté, puis l'héroïne a carrément été supprimée de la pharmacie. Un échec retentissant qui fait toujours sentir ses effets. Aujourd'hui, l'autopsie n'a rien montré de plus, sinon que le cœur avait été touché à hauteur du ventricule droit et que le sang s'était vidé dans les cavités thoraciques gauche et droite, entraînant une hypovolémie, c'est-à-dire une diminution de la masse sanguine, jusqu'à ce que le corps n'en ait plus assez pour vivre, et d'ailleurs, il en était mort. Le troisième a été découvert le lendemain dans un parc sous un arbre, où il avait visiblement été traîné. Il avait reçu un coup de couteau du côté gauche du cou qui avait touché l'artère carotide et la veine jugulaire gauche.
entraînant une hémorragie massive et un nouveau décès par hypovolémie. Si la même personne en était l'auteur, elle était en train de se perfectionner, car la plaie n'entamait plus tout le cou, mais seulement sa partie gauche, sur 8 cm au lieu des 18 cm du premier. Le cou était plus franc, plus net. Le meurtrier prenait de l'assurance. Et pendant ce temps, l'enquête piétinait d'autant plus que le monde des toxicomanes a ses codes et que la police ne fait pas partie des amis qui les partagent. Quoi qu'il en soit, la place se vidait, les toxicomanes préféraient se cacher que de se montrer au grand jour et de risquer leur vie. Il régnait désormais une certaine sérénité et même une certaine propreté sur cette place. C'était surprenant et pas désagréable. Tous appréciaient. Au 4e mort, la place était complètement vide de ces toxicomanes. Plus de cris, plus de bagarres, plus de dealers, plus de crasses. Les bancs étaient rendus au public. Ce n'était plus la même place. Le 4e a été retrouvé dans un scar, égorgé comme ses 3 prédécesseurs. Un coup propre désormais. L'auteur savait s'y prendre. Le coup avait été donné à gauche. Une fois encore, et la plaie présentait une longueur de 6 cm, soit 2 de moins que dans le cas précédent. Il s'améliorait encore sur le plan de la précision. L'artère carotide et la veine jugulaire gauche avaient été sectionnées, comme dans les 2 autres cas. Comme le premier, celui-ci ne s'était pas défendu. Il ne présentait aucune lésion à aucun endroit du corps, en particulier aux membres supérieurs, ce qui aurait pu indiquer qu'il s'était défendu. Ainsi, soit il était endormi, soit il était sous l'emprise de la drogue, soit il avait été surpris. J'ai émis l'hypothèse que l'auteur était droitier, car il touchait à gauche quand la victime se défendait, autrement dit, quand il était de face et à droite, quand elle ne se défendait pas, ce qui laissait penser qu'il la surprenait par derrière. Et il avait été vu, le vent tourner. C'était la première fois que l'on avait un témoin dans ce dossier, celui d'un toxicomane qui cuvait sa drogue dans un coin discret et qui avait vu la scène. Il s'était bien gardé d'intervenir de peur de finir comme les autres. Et puis, si l'héroïne avait pu produire des héros, ce n'était certainement pas au dossier qu'il consommait.
Il connaissait l'auteur. Il l'avait déjà vu. C'était un toxicomane comme les autres. Un de leurs potes appelé Franck. Oui, mais Franck comment? Était-ce son vrai prénom? Ça, le témoin ne le savait pas. Il est rare que les toxicos connaissent l'identité complète de leur collégionnaire, d'autant plus qu'il s'appelait régulièrement par des surnoms. L'enquête avançait enfin, mais pas assez vite, car 2 jours plus tard, le 5e mort se présentait, toujours dans un scar, toujours d'un coup de couteau dans le cou. L'enquête dans le cou. L'enquête avançait enfin, mais pas assez vite, car deux jours plus tard, le 5e mort se présentait, toujours dans un scar, toujours d'un coup de couteau dans le cou. L'enquête à gauche cette fois-ci, avec une seule petite lésion de défense sur le dos de la main droite, comme si la victime avait voulu écarter le coup d'un revers de la main. Elle y était peut-être parvenue, mais l'agresseur était revenu à la charge. Cette fois-ci, un autre toxicomane l'avait croisé alors qu'il sortait du scar. « Salut Franck !»« Salut !» Pas un mot de plus. Franck savait que Fredo allait tomber sur le cadavre et peut-être dire à la police qu'il l'avait croisé. Mais cela ne l'inquiétait pas le moins du monde. Pour Franck, un poil fataliste arriverait ce qui devait arriver. Cette fois, grâce à Fredo, la police a pu identifier Franck sur la base de son fichier photographique, ce que le précédent témoin n'avait pu aider à faire, trop ravagé par la drogue. Franck a été arrêté. Toxicomane de longue date, il liquidait les témoins d'un vol qu'il avait commis. Ce n'était donc pas au hasard qu'il frappait. Il visait des personnes bien déterminées. Ce vol devait être assez important pour justifier de liquider tant de gens. En réalité, il s'agissait d'un vol de
50 €. Ne tentez pas de comprendre la logique d'un cerveau ravagé par la drogue n'est pas celle d'un cerveau sain. 2 semaines plus tard, je suis allée le voir en prison. À mon arrivée, son corps avait déjà été dépendu. Il était mort, seul dans un cachot où il venait d'être placé car il faisait du grabuge en cellule. Il présentait en face intérieure et latérale du cou un beau sillon de pendaison typique avec des bordures hémorragiques. Une cyanose et un des pétéchites bien visibles. Pas de doute, la mort était survenue par asphyxie, conséquence d'une pendaison. En cas de pendaison, un lien de quelque nature qu'elle soit exerce une pression en région du cou. Celui qui se pend par la pression de la corde sur le cou ferme la veine jugulaire, empêche le sang de revenir du saignement crânien et si la pression est assez forte, ferme l'artère carotide et empêche l'apport d'oxygène dont le cerveau a besoin. En clair, il faut peu de pression pour fermer la veine jugulaire et un peu plus pour fermer l'artère carotide. Or, le cerveau a besoin du sang qui lui apporte l'oxygène dont il ne supporte pas la carence. Quelques minutes après, la victime perd connaissance, puis meurt de ce que nous appelons une anoxie cérébrale, c'est-à-dire l'absence d'oxygène à disposition des cellules cérébrales. Les preuves de la pendaison sont d'abord le sillon dans le cou, qui doit correspondre pile poil à la dimension du lien et doit être bordé de crêtes hémorragiques, c'est-à-dire de petites hémorragies sous la surface de la peau engendrées par la rupture des capillaires sanguins sous-cutanés sous la pression de la corde. Si la personne était déjà morte et qu'on l'a pendue pour faire croire à un suicide, ces petites traces n'apparaissent pas. Seul dans le cachot, Franck s'est pendu avec son pull au grillage de protection de la seule lampe qui éclairait ce sinistre endroit. Son pull faisait une anse de seau dans laquelle il avait passé la tête. À l'analyse, Franck présentait des traces de prise de drogue. Car, en effet, la drogue circule en prison. Elle est en général moins concentrée qu'à l'extérieur, parce qu'elle passe par plus de mains qui la diluent pour faire
du profit. Je me souviens d'avoir croisé un détenu à sa sortie de prison et avoir discuté avec lui. Il était heureux. Il sortait après quelques années derrière les barreaux. Je lui avais souhaité seul dans la une bonne réinsertion, mais je ne pensais pas le revoir le soir même. Victime d'une overdose, décédé au domicile de ses parents. En fait, il avait pris la même quantité de drogue que celle qu'il consommait en prison, mais elle était bien plus concentrée. Il avait donc fait une overdose. La pendaison est une variation de la strangulation, au lien dont elle se distingue par le fait que la pendaison est souvent suicidaire, tandis que la strangulation est le plus souvent un homicide. Daniel vient d'être découvert par sa femme quand je suis appelée. Docteur, on a un pendu pour vous. Venez l'examiner. Sur place, je découvre le corps d'un homme pendu dans sa chambre. La pendaison n'est pas complète, c'est-à-dire que la personne ne pend pas dans le vide. Ce n'est d'ailleurs pas nécessaire, puisqu'il suffit d'un peu plus de 15 kg pour fermer une artère carotide et ainsi empêcher le sang d'arriver au cerveau en quantité suffisante pour assurer sa survie. On peut donc se pendre assis, tant que la pression exercée sur le cou par la corde dépasse bien les 15 kg. Pas de souci pour la position de Daniel, suspendu à un clou planté au mur de sa chambre et dont les pieds touchent bien terre. Par contre, le reste de l'examen n'est pas aussi rassurant, car en effet, Daniel présente 2 traces de strangulation au lien, une bien droite, perpendiculaire à l'axe du cou et qui fait tout le tour du cou, et une autre oblique vers le haut et l'arrière interrompue à hauteur de la nuque. La première présente des crêtes hémorragiques et la seconde pas. C'est sa femme qui, l'ayant découvert, a fait appel au secours. Ceux-ci ont diagnostiqué avec raison une mort violente, nécessitant forcément l'intervention de la police, qui a prévenu le parquet, qui m'a appelé en disant « C'est un pendu », sans montrer le moindre signe d'inquiétude. Et pour cause, pour les policiers, tout est clair. C'est l'époque où on vérifie toutes les morts violentes. La plupart du temps,
Nous confirmons le diagnostic. Initial, mais il existe certains cas rares, mais bien réels, où les choses se passent autrement. C'est le cas de Daniel à cause des traces dans le cou, qui montrent qu'il a d'abord eu strangulation, comme en témoigne la lésion perpendiculaire au cou qui, elle, présente des bordures hémorragiques qui indiquent que Daniel vivait à ce moment, tandis que la trace oblique typique d'une pendaison a des bords non hémorragiques, preuve qu'il était mort avant d'être pendu. J'ai la preuve qu'il a été tué par strangulation au lien puis pendu pour déguiser le crime en suicide. De plus, des traces noires sont présentes dans le couloir qui mène à la chambre de Daniel, qui si le corps a été traîné, peuvent provenir des talons de ses chaussures. Une belle mise en scène dont les auteurs se trouvent au rez-de-chaussée, dans la cuisine, avec les policiers. La veuve éplorée et José, le meilleur ami de son défunt mari. Les policiers sont abasourdis par mes constatations. Je préviens le magistrat qui envoie le labo et la PJ. Je fais prélever le lien de pendaison et le fais amener au laboratoire ADN de l'IML. Je suis persuadée que le même lien a servi à la strangulation et à la pendaison. Si j'ai raison, on trouvera des cellules cutanées venant des mains de l'auteur sur le lien, car quand on serre fort un lien, sa structure, même si elle est peu abrasive, garde des cellules des mains sans que l'on s'en rende nécessairement compte. C'est ce que j'espère dans le fait qui m'occupe. L'examen extérieur de Daniel montre une cyanose, témoin de la présence de grandes quantités de CO2 dans le sang, ce qui arrive quand le sang ne peut éliminer ce CO2 par la respiration, comme souvent dans le cas d'une asphyxie. Il présente également des pétéchis, un mot bien savant pour décrire de petits points rouges qui apparaissent autour et sur les yeux, notamment lors d'une strangulation. À ce moment-là, la pression veineuse augmente à cause du sang qui y reste bloqué et qui s'accumule dans les veines, dont les plus petits
se rompent, produisant ces points rouges de la taille d'une tête d'épingle. Tout confirme la survenue d'une asphyxie, mais il est important de savoir que ces signes qui sont là coïncident et les pétéchistes peuvent apparaître dans d'autres circonstances que celles d'une mort violente. La cyanose peut apparaître pour n'importe quel type d'asphyxie, a compris dans certains cas de mort naturelle, comme l'embolie pulmonaire, qui engendre également une asphyxie. Quant au pétéchisme, elles peuvent apparaître chez toute personne qui crée une augmentation de la pression veineuse, comme lorsqu'on fait des efforts pour déféquer, pour vomir, pour accoucher ou pour pleurer, comme les enfants, lors de crises de colère. Il faut donc être prudent dans l'interprétation de ces signes. Le corps est emmené à l'IML après que le labo a réalisé ses prélèvements. Je procède à l'autopsie qui confirme que le sillon de strangulation a été créé du vivant de Daniel et que le sillon de pendaison a été créé après la mort. Tout ceci confirme mon premier avis. Forgé sur place. La corde est analysée et on a l'ADN de l'auteur. Reste à le trouver. Ce n'est pas long grâce à l'analyse des téléphones portables qui révèle d'abord que Bernadette entretenait une relation plus qu'amicale avec José, le meilleur ami du mari. Un grand classique. On analyse ensuite le positionnement GPS du portable de José qui montre que, contrairement à ses affirmations, il n'était pas chez lui, mais dans le quartier de Daniel et Bernadette, bien avant la découverte du corps de Daniel par Bernadette. Bien sûr, le positionnement du portable ne nous dit pas que José était chez eux, mais
l'analyse ADN va venir à notre secours et confondre José. L'ADN de la corde est celui de José. Concordant parfaitement, il ne peut plus nier. Et Bernadette se livre aux explications. Alors qu'il était censé rentrer tard, Daniel était revenu tôt à la maison, sans prévenir. Daniel avait trouvé José et Bernadette au lit. C'était ensuite une violente dispute. Mais pas de bagarre. Excédé par la situation et profitant du fait que Daniel s'emportait sur Bernadette et lui tournait le dos, José avait saisi une ceinture de peignoir qui traînait et par derrière on avait inséré le cou de Daniel. Il l'avait serré tant et si bien que Daniel en était mort. Ensuite, José et Bernadette avaient décidé de le pendre avec la même ceinture à un clou de la chambre, de manière à faire croire à un suicide. Docteur, on a un cadavre dans un bois. Vous pouvez vous dépêcher? On est déjà tous là et on vous attend. Effectivement, à mon arrivée, 0 personnes.